L'actualité politique ivoirienne a été marquée ces derniers temps par beaucoup de rebondissements. On a assisté à l'adresse devant le Congrès, composé des deux chambres, du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara. Il y a eu des réactions vis-à-vis de cette adresse du chef de l'État qui, devant le Parlement et le Sénat, a renoncé à sa volonté, à une volonté de briguer un troisième mandat. Cette réaction a été commentée dans la classe politique comme au sein des mouvements de la société civile. Nous recevons sur ce plateau, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, l'un des anciens compagnons de longue date du président de Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro. Il est conseiller économique et social, mais plus, il est président de parti politique. Son parti, c'est le Parti pour le progrès et le socialisme, le PPS. Monsieur Mathias Kakou, avec qui nous allons égrener les différents sujets liés à la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Monsieur Mathias Kakou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans notre introduction, nous vous avons présenté comme un ancien compagnon du président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, M. Guillaume Soro, qui, je crois, est un compagnon que vous connaissez très bien. 2018, votre parti fait son adhésion au RHDP. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi lâchez-vous votre ancien compagnon? Guillaume Soro, c'est mon frère. C'est lui-même d'un compagnon, c'est mon frère, c'est la famille. Vraiment, je respecte cette famille. Mais cette famille, on a fait le chemin ensemble. Moi, Kakou Mathias, je voudrais vous réserver un peu de temps. Voilà, pour être bien précis. Voilà, j'étais de la jeunesse du Front républicain, en passant par la FESI, le PPS et tout. Jusqu'aujourd'hui, je suis président du PPS. Je suis rentré officiellement en politique avant Guillaume Soro. Voilà. Et puis, je n'ai pas suivi Guillaume Soro parce qu'il est devenu ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. C'est un homme de convictions et nous avons partagé des convictions. Mais il est arrivé à un moment où je pense que nous avons mené ce combat contre l'Ivoire, contre un certain nombre de choses. À un moment donné, il fait un choix spectaculaire. Nous, on n'a pas été saisis, on n'a rien compris et tout, donc on ne pouvait pas le suivre. Quel était ce choix? Non, il a décidé de ne pas continuer avec le RADP, qui a fait de lui député, qui a fait de lui président de l'Assemblée nationale, et mieux même qui a fait de lui premier ministre à l'époque. Donc, avant de quitter la famille, il faut nous expliquer. Vous voyez un peu, il faut nous expliquer. Un coup, pour des problèmes personnels à mon avis, on décide de quitter le RDP et combattre ce parti dans lequel nous sommes et qui, grâce à ce parti, il est président de l'Assemblée nationale. Je vois quand même que vraiment il n'y a pas de lucidité dans la démarche. Donc, à cette époque, depuis 2017, d'abord même avant lui, son départ, nous sommes éloignés pour prendre notre destin. Et aujourd'hui, vous êtes président de parti politique. Votre ancien compagnon Guillaume Soro a aussi lancé depuis la France, où il est en exil, son mouvement politique GPS, Génération et Peuple Solidaire. Il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle 2020. Est-ce que vous avez une analyse particulière ou quelque chose à dire sur cette situation? En ce qui me concerne, je ne reproche pas à Guillaume Soro de ne pas être un grand leader. C'est un grand leader. Mais ce que nous disons, c'est que la présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Elle se prépare. Je prends le cas du président Gbagbo. Le président Gbagbo a accédé au pouvoir avec sa génération de 1962. Ils se connaissent, ils ont travaillé ensemble, ils avaient une équipe, ils avaient un programme de société. Mais le choix de Guillaume Soro, nous avons l'impression que c'est parce qu'il y a un problème interpersonnel, c'est-à-dire à l'intérieur du RDE ou bien du RADP, soit il ne s'attend pas avec un, alors il faut s'opposer. Non, il s'est opposé sous la base d'un programme.
sans programme, vous comprenez, sans réflexion, sans une ligne de conduite. Oui, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il ne peut pas être membre du RHDP. Il ne peut pas être membre du RDR, vice-président. Il ne peut pas être aussi, à l'époque, député au nom du parti RDR. Président de l'Assemblée nationale au nom du parti RDR. Alors, si le président de ton parti te dit, écoutez, pour être plus fort, mettons ensemble, rassemblons-nous. Et vous roulez en contre-courant la question du président, on n'a pas besoin de dire quitte. Vous devez tirer les conséquences. Dans les pays de démocratie, je suis dans un gouvernement. Si le gouvernement ne me sait pas, si les positions du gouvernement ne me sait pas, je prends mes responsabilités moi-même. Je dis, je ne reconnais plus la ligne gouvernementale, alors je démissionne. On n'a pas besoin de me forcer. Vous voyez, mais il ne l'a pas fait. C'est une erreur politique. J'aurais voulu que Guillaume Soro démissionne de lui-même en tirant les conséquences, son refus d'être RADP. C'est son choix, c'est normal. Mais il fallait quitter le Parlement. Mais presque, il n'a pas voulu. Alors, dans des bonnes démocraties aussi, c'est la majorité qui gouverne. Et la majorité, nous sommes sous le régime présidentiel. Le président de la République a la majorité au Parlement. Alors, écoutez, si vous ne voulez plus être avec nous, on choisit quelqu'un d'autre. Et ça ne devrait pas être, la suite ne devrait pas être une vue de positionnement. À la suite, à la réaction, vous avez vu les dénigrements. Même des secrets d'État ont été sortis. Ce n'est pas responsable à ce niveau. Donc, nous sommes dit, bon, écoutez, c'est un choix personnel à lui. Et comme ce choix n'est pas sous la part d'un programme, on ne peut pas le suivre. Moi, j'ai demandé à mes militants d'intégrer le RADP. Voilà. Nous n'avons pas aussi intégré le RADP à le monnayant. Non, pas du tout. Nous sommes fiers. Nous sommes un parti socialiste. Très clair. Nous sommes de la gauche. Très clair. Mais dans le cadre d'un objectif commun, qui est le développement de la politique, considérant les efforts fournis par le président Ouattara, en tout cas la reconstruction de la nation, la paix, nous avons estimé que, écoutez, nous, on ne peut pas être aujourd'hui président de la République. Deuxièmement, nous refusons maintenant d'être un opposant pour être opposant. Mais nous avons lutté depuis 1994 avec ce parti, côte à côte, jusqu'à ce qu'on arrive au pouvoir en 2010. Il n'est pas question, pour le moment, de se débarrasser ou de quitter ce navire. Nous passons un navire de développement. D'accord. Alors, l'actualité qui mine la société actuellement, qui occupe les débats en Côte d'Ivoire depuis quelques jours, il s'agit notamment de l'adresse du chef de l'État devant le Parlement, composé des députés et des sénateurs. Je crois que c'était le jeudi dernier. Lors de son adresse, le chef de l'État a renoncé à briguer un troisième mandat. Et quelle est votre analyse sur cette question? La position charismatique, la gestion du pouvoir d'État de Ouattara nous a convaincus. Vous comprenez? Et donc, même nous avons fermé les yeux sans condition pour être membre de la RADP. Vous comprenez bien? On n'a pas été acheté, on n'a pas été manipulé, non plus. Maintenant, à ce qui nous concerne, nous aurons souhaité que le président Ouattara continue. Cela, il devrait avoir un débat, hein, parce que les gens disent qu'il ne va pas continuer au nom de la Constitution, c'est faux. La Constitution lui permet de continuer. Vous faites partie de ceux qui estiment qu'il devrait continuer. Sincèrement, il devrait continuer. Mais il veut être dans la peau d'un démocrate. Vous voyez, et donner l'exemple. Donc son choix, véritablement, est un choix à applaudir. Voilà. Sinon, à la base, on aurait souhaité qu'il continue pour terminer ce qu'il a commencé. Parce qu'il y a des travaux en cours. Vous voyez. Mais son choix est un choix d'exemple. C'est très important. Le pouvoir est là. On renonce à un pouvoir en Afrique. Ce n'est pas facile. Ouais, ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous devons d'abord le saluer, le féliciter et lui dire bravo. Voilà. Donc, nous sommes très heureux. C'est pourquoi ceux qui émettent cette position
Voilà, ceux qui critiquent cette position, ceux qui pensent que c'est un leurre, vous voyez, ceux qui disent que bon, c'est un semblant, ou alors ceux qui disent que ouais, c'est pour s'aimer la dictature ou bien conserver le pouvoir. Est-ce qu'ils font une analyse sereine de la situation politique? Vous voyez, nous pensons que non. Non. Je ne pratique pas trop M. Ouattara, je ne le connais pas assez, mais de loin, j'essaie de lui un homme honnête. Voilà, un homme honnête dépressif. Et quelqu'un qui veut donner l'exemple et qui pense à une autre génération. C'est très important. Et donc, moi, je pense que cette décision, elle est salutaire. Voilà. Et que l'opposition qui critique, ou bien ceux qui critiquent, ceux qui combattent en brèche cette position, ils ont aussi leur droit. Voilà, c'est leur droit de le faire. Voilà, c'est leur rôle. Voilà. Sinon, tous les Ivoiriens l'approuvent. Le monde entier l'approuve. C'est l'essentiel. D'accord. Le président français a approuvé cette décision. Très bien. Mais dans la classe politique de l'opposition, la position qui se dégage, le chef de l'État qui choisit de ne pas briguer un troisième mandat, mais en même temps qui choisit de faire une révision constitutionnelle avant de partir. Est-ce qu'il y a là quelque chose à craindre? À craindre, quelque chose qu'on ne saisit pas. Quel article qu'il a donné qui se trouve dans la révision constitutionnelle qui est mauvais? Je ne vois pas. Non, vous êtes des journalistes, vous lisez. Vous avez vu quand même comment ça, le projet. Un vice-président qui était nommé à l'époque, qui était une liste commune, un ticket. Il a dit, ça ne doit plus être un ticket. Celui qui est élu président peut choisir son vice-président. De sorte qu'il y ait une cohésion. À mon avis, politiquement parlant, une cohésion à l'intérieur d'un appareil politique qui a assez de pouvoir. Vous voyez, par exemple, si j'ai assez de pouvoir avec X, vous voyez, donc dans une liste commune ou bien dans un ticket, une fois que j'arrive au pouvoir, bon, il est obligé d'être mon vice-président, n'est-ce pas? Voilà. Mais plus tard, il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir des difficultés à la base. Voilà. Il peut y avoir des difficultés d'orientation. Il peut y avoir des difficultés même de succession. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, le fait qu'on est dans un régime présidentiel fort, où le président est élu, choisit son vice-président. Qui nomme son vice-président. Qui nomme son vice-président après avis du Congrès. C'est ça, après avis du Congrès. Si le Congrès approuve, c'est fini. Donc quand le Congrès approuve déjà, ça fait partie de la démocratie. Ça dit que n'importe qui peut pas être vice-président. Vous voyez, le Congrès approuve celui qui on propose, le président propose. Voilà, le Congrès c'est l'émanation du peuple. C'est-à-dire le peuple a décidé. C'est comme en quelque sorte dans un régime parlementaire entre griffes. Vous voyez, le président propose un vice-président sous réserve de l'approbation du Congrès. Si le Congrès dit non, il ne sera pas vice-président. Oui, on le sait, voilà. Le Congrès est composé en majorité des députés RHDP. De la majorité. Oui, la majorité. Oui, la majorité sont les députés RHDP. Non, mais ce n'est pas évident aussi. À 7 mois des élections présidentielles au Côte d'Ivoire, la constitution qui avait été votée en 2016 à la majorité est révisée. Et l'un des articles clés, c'est la nomination du vice-président. Alors, pourquoi le vice-président serait nommé? Parce que c'est inédit en Côte d'Ivoire. Le vice-président, normalement, devait être élu selon la Constitution. On la révise et le vice-président est nommé. Le président part seul. Sous son chapeau, la nomination de son vice-président. Donc le schéma qui a à craindre, le président qui serait élu, la décision qui sera entérinée par le Congrès, parce que composé en majorité du RSDP, est-ce que sous la casquette du président qui sera élu, il n'y a pas là un piège? Du fait que le vice-président soit directement élu avec le président, en tout cas, il va naître là un problème d'influence, un problème de conflit intellectuel.
pardon, une chose d'influence. Ce qui se fait dans les grandes démocraties, Non, aux États-Unis. non, ça ne fait pas dans les grandes démocraties. La démocratie aux États-Unis, nous, on n'est même pas encore au tiers. Vous comprenez? Alors pourquoi vouloir calquer forcément sur les grandes démocraties? Pourquoi un vice-président nommé, un premier ministre nommé, est-ce que c'est pas trop lourd pour la jeune démocratie? Oui, c'est trop lourd. Oui. Je vous le conseille, ça sera votre avis. Mais je dis bien, la désignation par le président élu du vice-président est le meilleur choix. Vous comprenez? Ça garantit la stabilité à la tête de l'exécutif. C'est-à-dire, le président a une marge de manœuvre. Parce que le président il propose une personnalité qui considère pouvant l'aider à aller de l'avant dans sa gouvernance. Mieux, ce n'est pas de façon automatique. Il passe par le Parlement. Vous voyez, le président de la République peut proposer. Le Parlement peut refuser. C'est ça la démocratie. Et puis, le Parlement ne peut pas être forcément le parti au pouvoir en majorité. L'opposition peut être majorité. Non. L'opposition peut être majorité au Parlement. C'est après les élections. Non. Et si l'opposition est majorité au Parlement? Par quelle magie? Non, mais vous insultez l'opposition? Non, mais l'opposition a combien de députés? Non, mais ils iront d'élection. Oui. Dans tous les cas, même si la présidentielle vient avant les législatives, il aura une opposition à l'Assemblée, au Parlement. Oui. Il aura une opposition. Imaginez-vous que le président de la majorité gagne les présidentielles. C'est un exemple que je vous donne. C'est fini les présidentielles. On va aux législatives. Imaginez-vous que l'opposition rafle la députation, comme le Sénat, ou bien le Parlement, occupe le Parlement, après les législatives. Oui. Pensez-vous que le président de la République peut nommer qui il veut, n'importe comment? Non. Même s'il a l'autorité de nommer un vice-président, il va le proposer au Congrès qui reprend le Parlement. Oui. Vous comprenez? Et si l'opposition est majoritaire au Parlement, ça sera rejeté. C'est la démocratie. Et c'est pas si il me fait comprendre. Ça veut dire quoi? Ne nous calquons pas sur le présent. Il faut penser à l'avenir. C'est une bonne chose de nommer, proposer un président, un vice-président, qui doit être la décision, qui doit être entérinée par le Parlement. Et si par la chance de l'opposition, elle est majorité au Parlement, ça devient quoi? Ça dit que le président, le premier ministre, pardon, le vice-président que le président aurait proposé, n'aura pas l'adhésion. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est une compétition ouverte. Donc, lorsque le président gagne les élections, il est obligé, ses partisans sont obligés de se mettre au travail pour prendre aussi le Parlement, pour conserver le pouvoir en entier. Mais si les gens prennent leur temps à jouer, voilà, parce qu'ils ont pris la présidentielle, l'opposition vient en renfort au Parlement, si elle est majoritaire, l'opposition aura son mot à dire. C'est très important. Donc nous sommes dans une bonne procédure de démocratie moderne. Nous allons aussi revenir sur la décision du chef de l'État de vouloir transférer le pouvoir à la jeune génération. Oui. D'aucuns estiment que le chef de l'État, Alassane Ouattara, est en train de mettre le pays sur un nouvel orbite démocratique, alors que des voix discordantes, telles que votre ancien compagnon, Guillaume Soro, estiment que c'est un plan dictatorial que le chef de l'État est en train de mettre en place parce qu'il veut léguer le pouvoir à ses proches. Je me mets dans la peau d'un planteur, d'un paysan. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé la terre. Et par la grâce de Dieu, je suis devenu grand planteur. J'ai des biens. Et je sais d'un moment à l'autre, un jour ou l'autre, je mourrai. J'ai beaucoup d'enfants. Je dois préparer mon héritage. Je dois préparer après moi. Après moi. Ma plantation ne doit pas être vendue. Ma plantation ne doit pas être déchirée. Vous comprenez? Tu es un grand planteur, je ne dois pas descendre en bas. Sauf que la Côte d'Ivoire n'est pas une plantation. Non. C'est une image que je vous donne. Je n'ai pas dit qu'après vous êtes une plantation. Non. Mais
Prenons le cas du président Ouattara, de n'importe quel chef d'État qui vient à la tête d'un pays en lambeaux, qui le reconstruit, qui fait des investissements, des sacrifices, qui même occasionnent des mécontentements des populations. Tu comprends? Et au nom de l'État, le gars avance, dit ça à partir des infrastructures de tout genre. Et le pays est repositionné. Que sur le plan national, régional et international, on ne peut pas le nier quand même. Quel est ce chef d'État qui, après avoir bien travaillé comme ça, va laisser le pays dans la main des impies? Les impies, c'est Oui, une non, opposition. non, quand je dis impies, dans la main des gens qui ne sont pas conscients. Dans la main de qui il peut laisser le pouvoir, qui peut créer la merde. Donc, c'est naturel que, attention, moi, tout ce que j'ai fait, mon travail que j'ai fait, je ne voudrais pas que ça soit gâché. Je souhaiterais que mon successeur soit digne. Tu comprends, de confiance. Donc, je peux faire le choix de mon successeur. Ça là, il n'y a pas de problème. Il peut gagner comme il peut être battu. Ça ne devrait même pas être un débat. Vous voyez un peu, c'est un choix naturel. Voilà, donc il faut qu'on avance sur ce plan. Et ça n'implique pas l'esprit de la dictature. La dictature, c'est quoi? La dictature, c'est lorsque tu n'as aucun militant, lorsque tu n'as aucun programme de société, lorsque tu n'as aucun programme pour convaincre les Ivoiriens, et que tu penses que par la violence, vous comprenez, tu peux t'imposer, c'est ce qu'on appelle dictature. Voilà. Donc moi, je pense que on ne peut pas être opposant pour être opposant. Un opposant, il doit critiquer, c'est vrai. Parce qu'il doit participer au relèvement des défis de la nation. Ça, c'est normal. Donc, mais en même temps, il doit aussi reconnaître une valeur. Monsieur Mathias Kakou, nous allons faire une canne sur ce sujet aussi qui occupe le débat des Ivoiriens. C'est concernant la procédure d'enrôlement. 118 centres ouverts. Les Ivoiriens grognent pour l'obtention de leur carte nationale d'identité. Vous êtes un homme politique donc sur le terrain. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain dans votre région. Oui, oui. Est-ce que vous avez une analyse particulière à faire sur ça? La pièce d'identité passe de combien là? À 5 000. Oui, 5 000 francs, c'est ça, hein? Pour le droit de timbre. Pour le droit de timbre. Pour une année, pour 10 ans. C'est ça. Hein? Hier, c'était 5 ans. C'était combien? Là, c'était 5 ans. C'était gratuit parce que c'était pas gratuit, on payait les timbres. C'était oui. Pas gratuit, on payait les timbres. Les audiences on payait des timbres. On payait des timbres. Donc, pour une période de 10 ans, 10 000 francs, pardon, 5 000 francs, ce n'est pas trop. Mais je comprends aussi les Ivoiriens. Oui, la pauvreté est où? Est tout seul. Ça, je le reconnais. Moi-même, je viens d'une tournée où j'ai laissé des plumes. Ça, je le reconnais. Et ils n'ont même pas de pied d'identité. Et ils vont vous dire, mais vous dites que le pied d'identité, c'est 5 000. Nous, on n'a rien. Nous, on ne fera pas éléger alors. Vous comprenez? On est obligé de mettre la main dans la poche pour faire les pièces d'identité. Mais celui à qui tu fais la pièce d'identité, c'est forcé qui te vote. C'est pas évident. Donc, dans tous les cas, je pense que nous sommes tous interpellés. C'est une question, il n'est pas question de battre en brèche les réactions des populations, non. Mais la question de les convaincre de la nécessité d'avoir cette pièce et de tout mettre en œuvre pour le faire. Ceux qui ne peuvent pas le faire, je pense que les leaders des régions ils doivent les aider à faire les pièces d'identité. C'est très important. Monsieur Mathias Kakou, je rappelle que vous êtes président du Parti pour le Progrès et le Socialisme, le PPS. Vous êtes conseiller économique et social. Vous êtes aussi membre du bureau politique et ancien compagnon de Guillaume Soro, président de GPS. Nous sommes au thème de notre émission. Face à la caméra, nous allons vous laisser la latitude de conclure donc, avec votre mot de fin. Et pour moi, la démocratie, c'est la mère de la paix. Quand il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de paix. Et donc, d'abord, je dois saluer la décision du président de la République de se retirer et d'ouvrir le débat. Voilà. Quant à nous, on doit se mettre au travail. Deuxièmement, je pleure toujours pour ma région,
où il y a des hauts cadres qui sont au gouvernement, au conseil régional, qui n'ont rien fait. Les populations pleurent. Elles pleurent, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'école. Même collège de proximité, il n'y a rien. Rien. Surtout, notamment dans la nouvelle sous-préfecture des Ségaux, il n'y a rien. Donc, j'implore la miséricorde du président de la République à y faire face. Sincèrement. Ça, je le dis. Et enfin, les élections, ce n'est pas la guerre. Voilà, je demande à tout le monde d'être serein, n'est-ce pas? Et que ceux qui veulent compétir le compétissent de façon sereine, avec beaucoup de courtoisie. Voilà, ce n'est pas un problème que le meilleur gagne. Mais pour nous, le meilleur sera le reste des pays. Je vous remercie. Merci.